Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir dans ces conditions un peu difficiles. On aurait préféré être en présentiel en face à face, mais c'est vrai que les conditions font qu'on a été obligé de s'adapter. Merci à toutes et à toutes d'être présents et notamment aux trois intervenants. Monsieur Richard Dittmer, Monsieur Aurélien Tocqueville et Monsieur Guillaume Schlur pour leur présence ce soir. Je vais remercier dans un premier temps Davy et Océane, donc, qui font partie de la commission InnovaQuo pour avoir organisé cette conférence. Ils prendront la parole en fin de temps. Je m'appelle Maxime Bancet, je suis étudiant en 5e année à Unilassal à Beauvais, spécialisation en production animale, et je me suis intéressé à l'aquaculture il y a maintenant 3 ans de cela. J'ai découvert donc l'aquaponie par le biais d'un stage que j'ai réalisé avec monsieur Aurélien Tocqueville, donc ici présent. Et donc j'ai eu l'idée de créer une commission sur l'aquaponie à Unilassal-Beauvais, dans l'objectif de faire découvrir une filière assez nouvelle en France et où les étudiants n'ont pas encore d'idée de ce que ça représente aujourd'hui. Donc j'ai créé cette commission avec Laurie Chesléal, ici également présente, en 5e année également à Unilassal-Beauvais. Je lui laisse la parole donc pour la suite. Bonjour, je m'appelle Laurie Chesléal et je suis étudiante en 5e année agronomie. J'ai rejoint Maxime dans cette aventure pour créer du coup la com InnovaQuo. Développer des projets en rapport avec l'aquaculture. Donc en ce moment, notre commission elle est plutôt portée sur des projets concernant l'aquaponie. Maxime vous développera ce point un peu plus loin. Nous voulons aussi promouvoir en fait une agriculture plus respectueuse de l'environnement et faire évoluer l'agriculture urbaine. Enfin, notre objectif est aussi de pouvoir sensibiliser le grand public et de vulgariser ce nouveau mode de production. Donc pour cela, nous avons créé une équipe. Donc cette équipe, elle se compose en fait de 18 étudiants, donc tous regroupés en 4 pôles différents. Donc nous avons le petit bureau, le pôle communication qui permet de créer un lien entre la commission et les personnes extérieures. Donc grâce à ce pôle, nous pouvons communiquer toutes les actualités et nos projets. Nous avons aussi le pôle logistique, donc qui s'occupe de la conception d'un système d'aquaponie en lien avec l'Agrilab, donc avec qui nous travaillons actuellement. Et nous avons aussi le pôle partenariat qui démarche avec des professionnels et des partenaires extérieurs. Du coup, je vais repasser la parole à Maxime Bancet qui va vous présenter les projets de la commission et ses différentes perspectives. Donc, concernant nos projets, nous avons différents projets, des projets à la fois en cours et en perspective. Nous avons un projet en cours en lien avec la Fédération française d'aquaponie pour la mise en place d'un permacube dans l'Agora, donc dans l'enceinte de Beauvais à Unilassal. Donc un permacube représente une structure d'aquaponie verticale avec les plans verticaux et un système de pompe qui permet de remonter l'eau dans les différentes structures. Ensuite, nous avons un projet à plus grande échelle avec un Fab Lab qui se situe juste à côté du campus d'Unilassal à Beauvais, donc qui s'appelle l'Agrilab. L'objectif étant de créer une structure plus importante avec en relation, pourquoi pas, la mairie de Beauvais qui serait intéressée également, ou encore une structure qui s'appelle Végétaux, qui serait intéressée à nous donner et à nous apporter les compétences qu'ils ont. Végétaux propose également l'apport de formation sur plusieurs jours au sein du campus, qui permettrait de donner de la pérennité à notre association également. Donc maintenant, je vais introduire les différentes personnes qui sont présentes ce soir. Donc merci à Aurélien Tocqueville, responsable du service aquaculture à l'Institut technique Itavi. Merci à Richard Dittmer, secrétaire à la Fédération française d'aquaponie. Et malheureusement, nous n'aurons pas de monsieur Picheneau dû à un problème technique avec son ordinateur. Et enfin, merci à Guillaume Schlur, donc maraîcher pisciculteur avec donc une ferme d'aquaponie située au-dessus de Rouen. Donc, on va passer maintenant sur une phase de présentation des intervenants. Je laisse maintenant la parole à monsieur Guillaume Schlur pour nous présenter sa ferme. Allez-y, c'est à vous. Merci Maxime. C'est bon, mon micro est bien ouvert là?
j'ai l'impression. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, comme tu as pu le présenter, Guillaume Schlur, donc je suis maraîcher pisciculteur à Saint-Victor-l'Abbaye, donc entre Rouen et Dieppe. Voilà, vous avez l'adresse qui est là. Comment j'en suis arrivé à faire de l'aquaponie? Un petit rappel sur mon parcours. Donc, moi, j'ai fait les ITPA, enfin, j'ai suivi la formation de les ITPA, rentrée 2003, sortie 2008, avec plutôt une orientation végétale. J'ai travaillé donc après un peu en relation avec le réseau Astrédor et puis avec l'INRA. Une première expérience professionnelle ensuite au lycée horticole de la Mouillère, c'est à côté d'Orléans, où j'étais prof de reconnaissance des végétaux, comptable, enfin c'était un CAP, BEP en horticulture. L'expérience la plus marquante et puis celle qui est intéressante sur le sujet d'aujourd'hui, c'était à Madagascar, où j'ai travaillé pour l'ABDRA, donc c'est une association qui accompagne les paysans et à Madagascar notamment la pratique de la riziculture. Donc, je suis resté 2 ans et demi là-bas du côté d'Antsirabe où j'ai vraiment appris sur le terrain à manipuler des poissons et à faire pousser du riz. De retour en France, donc ça c'était 2010-2013, de retour en France en 2013, j'ai cherché à m'installer plutôt en agriculture classique et j'ai intégré le réseau des fédérations des CUMA. Je ne reviens pas sur ce qu'est une CUMA. Voilà, donc ça c'était 2013-2016, pardon. Et donc en parallèle, je cherchais à m'installer face à un non-accès au foncier étant hors cadre familial. Et j'ai revu ma copie et je me suis installé dans une ferme avec un mode de production un peu innovant qui est l'aquaponie. Donc pour mon installation, voilà, donc entre l'idée du projet, là j'ai fait une slide, c'est un peu pour voir un petit peu le pas de temps. L'idée du projet, donc m'installer en aquaponie 2015. J'ai fait faire une étude par un bureau d'études en 2016 qui aquaponie développement pour tout ce qui était dimensionnement d'une unité d'aquaponie commerciale. Donc une fois que j'ai eu cette étude, j'ai construit un premier pilote sur 400 mètres carrés. Donc j'ai introduit des poissons en 2017, c'était vraiment le lancement de la première production, le 1er avril. Donc ensuite, courant 2017, je me suis fait un petit peu la main, j'ai essuyé un peu les plâtres aussi, voir comment ça fonctionnait. Et puis surtout, tout ce qui était mise aux normes administratives pour l'agrément zoosanitaire, me faire reconnaître comme chef d'exploitation auprès de la MSA, étant donné que c'était encore assez, et ça l'est toujours, innovant, mais surtout on ne rentre pas dans les cases. On est maraîcher, on est pisciculteur, on ne sait pas trop où aller. Donc j'ai fait tourner 1 an mon pilote de 400 mètres carrés qui fonctionnait et du coup ensuite je me suis agrandi. Donc tout ça se passe sous une serre de 1350 mètres carrés. Donc le premier pilote de 400 mètres carrés et après une deuxième unité de production où là j'ai fait appel à des subventions de la région et ces subventions me demandaient d'avoir un partenariat qui a été fait notamment avec l'Italie, dont Aurélien est le représentant ici. Et puis un financement via la plateforme Mimosa, qui est un financement participatif. Ensuite, il y a écrit changement de stratégie 2019. Ça, c'est en fait, dans mon idée, quand je me suis installé, j'étais plutôt maraîcher et les poissons me servaient d'apport d'engrais. Aujourd'hui, je suis plutôt pisciculteur et les végétaux me servent plutôt de phytoépuration à destination de mes poissons. On aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. Voilà, salaire régulier depuis janvier 2020. Donc, vous voyez quand même le pas de temps quand même assez important entre l'idée, l'installation et puis la première rémunération. Et puis, donc, création d'un drive fermier, là, depuis le premier confinement, ça marche quand même pas mal. Bon, là, on y est encore, malheureusement. Mais pour nous, quand je dis non, je me suis associé avec beaucoup de producteurs locaux. Et ça se passe chez moi à la ferme. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Les gens reviennent à des produits locaux, ils vont pas trop loin. Et voilà. Donc, la photo d'après, c'est une photo justement de l'installation du drive fermier sur le PowerPoint. Je ne sais pas si Dewey peut passer celle d'après. Et puis, donc voilà, ça c'est de l'intérieur de la serre avec, donc vous voyez les bacs de végétaux. Donc c'est un système de raft flottant. Donc les photos arrivent petit à petit. Voilà, d'autres photos des rafts. Et puis normalement il y en a une troisième sur l'ensemble des légumes que j'arrive à faire pousser. Donc avec le système de raft des légumes feuilles, des légumes fruits.
Et là, on est directement sur l'atelier de transformation. Donc, comme je disais, maintenant j'ai changé de stratégie, je suis plutôt pisciculteur. Effectivement, économiquement, ce qui tient la structure, c'est le poisson parce que je le transforme. Donc, 100% des poissons que j'élève, donc je les introduis à entre 100 et 200 grammes. C'est vraiment, j'achète des alevins. Je fais une unité de grossissement. Je les fais grossir jusqu'à entre 300 et 500 grammes. Et tout ce qui est produit à la ferme est transformé. Donc, je les abats, je lève les filets et je fais des filets de truites fumés. Voilà pour une présentation rapide de mon activité. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Ça nous a permis d'avoir un cas très concret et de montrer aux gens un peu à quoi correspond l'aquaponie sur une ferme. Chose que je ne suis pas sûr que l'ensemble des personnes ici présentes connaissent aujourd'hui. Je donne la main à monsieur Richard Dittmer pour la présentation de la Fédération française d'aquaponie. Alors, je vais me présenter aussi brièvement avant de parler de la fédération. Donc, Richard Dittmer, moi je suis ingénieur de formation, je travaille 17 ans dans l'automobile, en ingénierie embarquée et dans la finance. Et en 2017, j'ai découvert l'aquaponie. Et ça a été un peu un coup de foudre. Et donc j'ai commencé à m'enseigner, me former. Et en 2018, j'ai décidé de me lancer dans une installation de ferme aquaponique qui a pris un peu de temps, notamment pour trouver du foncier. Et depuis le début de l'été, je suis en train de construire ma ferme dans les Yvelines, à 10 km de Versailles. Voilà. Ça, c'est pour mon parcours. Et donc, depuis le début de l'année, je me suis intéressé à la Fédération française d'aquaponie, qui était une association, donc on peut passer au slide d'après, qui avait été créée en 2017. Et voilà, voyant que il y avait tout à faire pour structurer une filière aquaponique et que il fallait se regrouper, j'avais envie d'essayer de participer justement à cette structuration. Et donc, vous voyez, la Fédération française d'aquaponie a été créée effectivement en 2017, au début très orientée, principalement orientée vers les particuliers, promotion de la technique et puis vulgarisation et puis quelques formations aussi. Et donc depuis le début de l'année, avec d'autres personnes, notamment Laurent Kefelec, son président, qui est également maraîcher pisciculteur en Normandie. On a voulu donner un nouvel élan à cette fédération pour qu'elle s'adresse vraiment aux professionnels de l'aquaponie. Et puisque aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, on n'a que 21 adhérents. Notre objectif pour l'année prochaine, c'est d'atteindre 50 adhérents, sachant que le nombre de structures et d'acteurs de la filière aquaponie est encore assez restreint, notamment en France. Donc c'est pour ça que ce sont des chiffres qui ne paraissent pas très élevés, mais en même temps, vu le nombre d'acteurs, ça serait déjà très bien qu'on puisse atteindre ce nombre d'adhérents-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc cet été, nous avons transféré le siège social en Normandie parce que effectivement la Normandie est depuis le début de l'année une région pilote au niveau européen pour le développement et l'innovation en aquaculture, dont l'aquaponie fait partie. Et donc, on espère pouvoir faire entendre la voix des professionnels d'aquaponie et de la fédération, on va dire, un peu mieux, en mettant le siège social en Normandie et sachant que son président est également installé en Normandie et donc a des contacts, on va dire, privilégiés sur ces sujets-là. Les missions de la fédération: structurer la filière professionnelle, fédérer l'ensemble des acteurs,
que ce soit des producteurs, mais pas que, tous les professionnels qui interviennent sur l'aquaponie, les bureaux d'études, les fournisseurs, les centres de formation, par exemple. Faciliter les nouvelles installations de porteurs de projets par divers biais, notamment sur on le verra après, mais centraliser les appels à projets, etc. Communiquer vers les consommateurs, puisque aujourd'hui, même si depuis quelques années, on a régulièrement un reportage dans un journal télévisé, par exemple, qui parle de l'aquaponie. Quand même, un pourcentage, le pourcentage de la population qui connaît l'aquaponie est quand même assez petit. Et puis, on espère orienter la recherche pour améliorer la viabilité des entreprises. Alors, pourquoi ce besoin d'une fédération française d'aquaponie? Parce qu'en fait, Guillaume l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant que on est maraîcher, on est pisciculteur, mais on n'est pas vraiment l'un ou l'autre. On est un peu entre les deux, donc le but c'est de faire du métier d'aquaponiste, on peut dire, une activité reconnue, par exemple par Pôle emploi. Être un catalyseur des offres d'emploi pour l'ensemble des personnes qui recherchent des stages, des formations ou carrément des emplois pour les adhérents de la fédération. Aujourd'hui, on reçoit de plus en plus, on commence à recevoir des demandes de stage, des demandes des dépôts de curriculum vitae pour de personnes qui cherchent à se reconvertir ou à s'installer en tant que salarié dans ce domaine. Effectivement aussi communiquer auprès des adhérents de la fédération sur tous les sujets techniques, réglementaires qui sont d'actualité. Et puis, effectivement, aussi faciliter les décisions entre les différents acteurs quand il y a besoin. Et donc, comment représenter les membres auprès des institutions. On est en contact avec divers organismes français, la FFA, le CIPA, etc., pour représenter les intérêts de l'aquaponie. Participer aux salons et conférences et promouvoir l'aquaponie et ses produits auprès du grand public. Voilà. Donc, merci Monsieur Dittmer pour la présentation que vous venez de nous faire. Je vais donc passer la parole à Monsieur Aurélien Tocqueville, donc représentant de la structure ITAVI, donc qui est l'Institut technique pour la filière avicole, piscicole et cunicole en France. Merci Maxime, merci de l'invitation et beau succès, presque 180 personnes, impressionnant. Donc, je vais plutôt parler de l'ITAVI et de pourquoi l'ITAVI en est venu à l'aquaponie plutôt que de parler de moi, ce qui vous intéresse nettement moins, je pense. Donc, ça fait un petit moment qu'on mène des travaux sur l'aquaponie, effectivement, mais juste en premier rappel, alors l'ITAVI, c'est un institut technique, donc s'il y a beaucoup d'étudiants, là, je suppose que vous connaissez les instituts techniques dans le monde agricole, donc un rôle de soutien technique et d'appui aux filières. En l'occurrence, côté ITAVI, on s'occupe bien effectivement d'aviculture, parce que c'est un institut technique de l'aviculture à la base, mais l'ITAVI regroupe aussi la pisciculture et la cuniculture. Alors nous, on se présente comme service aquaculture, mais dans le terme aquaculture, il y a plein de choses, et on s'occupe principalement de pisciculture et un peu d'algoculture, mais pas du tout ce qui touche à la conchyliculture. Donc on a différents domaines d'action en fonction des besoins des filières. On fait à la fois du soutien technique et de l'appui filière, on pourrait y revenir. On mène des programmes recherche-développement, j'y viendrai après justement sur l'aquaponie, et on essaie de diffuser, de valoriser, de transmettre l'ensemble de nos travaux. On a différentes antennes, et pour la partie aquaculture, on est effectivement basé à Rouen, avec 2 collègues qui sont maintenant délocalisés. Tu peux poursuivre, du coup, l'ITAVI, en fait, on est vraiment à l'interface d'un vaste monde, on va dire, un vaste monde agricole entre l'enseignement, la recherche, les structures professionnelles, et là je pourrais rajouter la Fédération française d'aquaponie au niveau de la profession, mais aussi les administrations, puisqu'on échange beaucoup avec les administrations, que ce soit au niveau local comme au niveau national, notamment sur des problématiques réglementaires, d'évolution réglementaire, qui souvent soulèvent des questions techniques derrière. Alors les thématiques qu'on traite sur la diapo suivante,
c'est très large. Côté Itavi, on est une équipe de 5 ingénieurs. Ça va de l'environnement jusqu'au bien-être animal, en passant par des questions technico-réglementaires, des questions de durabilité, et bien entendu l'aquaponie au sens plutôt système d'élevage. Et ça, c'est depuis 2014. Alors certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'Itavi au travers de l'aquaponie via le Apiva, qui était le nom du premier programme en fait qu'on a monté en aquaponie. Sachant qu'on s'occupe nous de toutes les filières piscicoles au sens pisciculture marine, les étangs, mais la filière principale étant la salmoniculture en eau douce. Globalement, c'est plus d'une vingtaine de projets. Et nous, on mène tout ça sur le terrain, au plus proche des producteurs, puisqu'on n'a pas de structure expérimentale, mais tout ce qu'on on le fait sur le terrain ou avec des partenaires, notamment des partenaires recherche, puisque les sollicitations ne manquent pas. Donc voilà, sur ces 3 thèmes, pourquoi est-ce qu'on en est venu à l'aquaponie? Puisqu'effectivement, on avait des thématiques sur les nouveaux systèmes d'élevage, sur l'innovation, et au travers de ça, système d'élevage en pisciculture, non, tu peux rester sur la diapo suivante. On s'est posé des questions effectivement sur l'évolution des systèmes piscicoles, et tout naturellement, la curiosité faisant, sachant que j'avais aussi quelques expériences anciennes en tant qu'étudiant sur le volet horticole, on est venu à se poser des questions sur l'aquaponie, et avec des partenaires du programme Apiva, on a décidé de se lancer et de répondre à des appels à projets. Donc tu peux continuer. Ce qui fait que tout ça nous amène, on réfléchissait beaucoup sur la question des circuits recirculés, on avait vu les évolutions au sein de l'hydroponie, on avait vu ce qui se passait aussi sur l'aspect aquaponie, et on s'est dit, il y a encore des choses à faire, il y a encore des questions posées. C'est peut-être aussi une voie de diversification, une voie de développement sous l'angle pisciculture pour nous au départ. Et donc, on a monté un premier programme en aquaponie. Je vais aller sur la diapo suivante. Et donc, ce premier programme, donc 2014, le programme Apiva, maintenant on nous connaît sous le vocable Apiva, donc on l'a maintenu, même si on en est maintenant au 2e programme. Donc, on a eu un premier programme 2014-2018, et maintenant on est dans la 2e programmation 2018-2022. C'est 2 programmes complètement différents, avec des financements différents. Pour autant, il y a pas mal de questions qu'on continue à creuser sur le fonctionnement des systèmes aquaponiques, sur la modélisation de ces systèmes-là pour comprendre comment ça fonctionne, au travers aussi de modélisation, de rendement épuratoire, de tests sur des screenings végétaux, etc., jusqu'à des éléments de qualité des produits, pour derrière diffuser tout ça avec des éléments de dimensionnement des systèmes et en cherchant à aller jusqu'au bout bientôt des éléments de compréhension technico-économique sur les systèmes. Donc ça, c'est 2 programmes qui sont portés par l'Itavi, avec des financements à la fois d'un fonds européen, mais aussi du CASDAR, qui est un fonds recherche-développement en agriculture au niveau français. On s'appuie sur 3 pilotes, 3 pilotes avec nos partenaires, notamment donc l'INRAE. Il y a un pilote en Bretagne, dans une structure expérimentale en pisciculture. Il y a un pilote au niveau de l'Astrodor, qui est un autre institut technique en horticulture à côté de Lyon. Et donc j'ai un collègue qui est basé là-bas, enfin qui est basé à proximité, vu qu'on a une antenne à Lyon. Et un dernier pilote qui est au lycée de Lacanourgue, en Lozère, où là ils ont créé complètement une structure en aquaponie. Donc en fait, on avait eu 3 approches, à la fois greffer du végétal dans un système piscicole, c'est le cas de la PEMA. Ensuite, greffer un système piscicole dans un système horticole, c'est le cas de l'Astrodor. Et à Lacanourgue, il a été créé une structure aquaponique à part entière. Je ne vais pas passer sur tout ça, mais c'est un peu tous les travaux qu'on mène. On pourra vous diffuser tout ça, bien sûr. Il y a eu plein de choses de réaliser sur ces 3 pilotes pour bien comprendre le fonctionnement. Il y a eu toute cette première phase de preuve du concept et d'efficacité technique. Et là, on est plutôt sur des phases d'optimisation, puisqu'on a fait plein de screenings végétaux. Maintenant, on essaie de documenter mieux les capacités épuratoires pour avoir des bons ratios de dimensionnement. On a travaillé aussi sur la qualité de l'ensemble de ces produits. Et on va sur des approches qui visent à analyser les systèmes avec des bilans de masse, avec des analyses de cycle de vie, avec le développement d'un modèle aussi qui vise à modéliser un système aquaponique à part entière. Et du coup, on essaie de diffuser. Alors, il y a effectivement un ouvrage qui est paru aux éditions Quae. Et puis, on a fait 3 colloques depuis 2014, donc 2015, 2016 et 2018. Et on verra pour la suite. Et puis, on essaie effectivement de répondre tant bien que mal à toutes les sollicitations des porteurs de projets, etc. et des diverses sollicitations, puisque, on le voit encore ce soir, l'aquaponie attire et attire toujours. Donc, 3 colloques en aquaponie, des publications, et puis il y a eu une première initiative d'un salon de l'aquaponie, c'était le premier cette année, là, qui s'est déroulé il y a un mois de ça. Donc, c'était le premier salon aquaponie, et plusieurs intervenants étaient présents.
lors de ce salon. Donc beaucoup de projets, voilà, j'en cite quelques-uns, il y en a plein en cours. Ça, c'est des projets en France et un qui était assez emblématique à Bruxelles, qui existe. Et là, il y a plusieurs projets là qui fonctionnent. Donc voilà, c'est un petit panel, sachant qu'on a essayé de recenser. Tu peux passer aux 2 dernières diapos. Là, on a essayé de recenser effectivement les projets. Il y a une carte participative qui existe là sur le site justement Apiva. Chacun peut s'inscrire et décrire son projet. On essaie de suivre ça au jour le jour dans le cadre de nos travaux, sachant que vous l'avez vu, on a aussi plein d'autres projets au-delà de l'aquaponie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Aurélien. Je sais que le temps passe vite, mais si on veut être dans les clous, il faut qu'on respecte. Donc merci à tous d'avoir participé et répondu donc, à la présentation de votre structure. Je laisse maintenant Laurie qui va pouvoir débuter les tables rondes avec 2 parties. Et donc Laurie, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci Maxime et merci à vous d'avoir pu présenter votre parcours professionnel. C'était super intéressant, on a appris beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, on voudrait un peu approfondir sur différentes thématiques. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi la conférence sous forme de table ronde. Donc, en fait, ça va se diviser en 2 parties. Donc, la première partie, elle va nous permettre de faire un peu un état des lieux de l'aquaponie aujourd'hui. Et la deuxième partie, elle va être plutôt axée en fait sur l'avenir et la pérennité de cette nouvelle culture. Donc, ce sera en fait l'occasion de pouvoir débattre avec vous et de comprendre le point de vue. Votre point de vue du coup sur les 2 thèmes que nous allons aborder. Donc là, je vais lancer la première table ronde donc, sur l'état des lieux de l'aquaponie. Donc on sait aujourd'hui que l'aquaponie est un nouveau système de culture qui est apparu récemment en France. Donc pour rappel, c'est une culture hors sol qui permet de cultiver des végétaux et des poissons en symbiose. Donc selon vous, Monsieur Aurélien Tocqueville, Monsieur Richard Dittmer et Monsieur Guillaume Schleur, quelle est l'influence de l'aquaponie aujourd'hui? Quelle place en fait l'aquaponie représente dans notre société? Et pourquoi en fait on s'intéresserait plus à l'aquaponie? En fait, on va privilégier l'aquaponie plutôt qu'une autre forme de production telle que l'hydroponie ou la permaculture. Donc, on peut peut-être commencer par vous, Monsieur Guillaume Schleur. Nous avons eu l'occasion de visiter votre ferme, donc la ferme de la Fada en Normandie, il y a quelques semaines. Donc, on pourrait avoir votre ressenti sur l'importance de l'aquaponie aujourd'hui, selon vous. Oh là, vaste question. Ouais, beaucoup de questions. C'est vrai, il y a eu une publication, je crois que c'était sur Facebook pour un peu teaser la conférence de ce soir, où c'est vrai que en fait la culture race, là, le système de pisciculture recirculée a assez mauvaise presse et un peu mal vu, et l'hydroponie également. On associe les deux et miracle, les gens trouvent ça génial et on reverdit un petit peu le système et ça marche mieux. Donc ça, c'est un petit peu dans l'imaginaire des gens. Après, c'est vrai que l'un des objectifs, quand même, moi, ce qui m'a séduit dans l'aquaponie, c'est on recrée un environnement, en fait. On recrée un système avec, c'est assez complexe à trouver les équilibres, à les garder, à faire cohabiter différentes populations de poissons, de bactéries et de plantes en harmonie. C'est un challenge. Moi, ce qui m'a plu un petit peu là-dedans, c'était ça, c'était un challenge. Et puis c'est surtout, au-delà de ça, on économise quand même beaucoup de ressources, notamment en eau. Moi, c'est vraiment, je suis assez regardant là-dessus. C'est-à-dire que je ferme au maximum mon système pour éviter les pertes d'eau. Sachant que l'eau est, même si on est en Normandie ou une région qui est, on dit, assez pluvieuse, mais bon, ça c'est dans les mythes. Hein. La ressource en eau, c'est à mon sens le pétrole de demain. On peut rebondir peut-être avec Monsieur Richard Dittmer. Oui, comme l'a dit Guillaume, hein, l'un des principaux atouts de l'aquaponie, c'est l'économie de ressources en eau. Donc ça, c'est vraiment qui a été démontré également scientifiquement. Hein, donc c'est pas juste un chiffre annoncé en l'air. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit
les grandes périodes de sécheresse qu'on a, même en France et partout en France, c'est avoir un système de production qui permet d'économiser la ressource eau, c'est très important. Après, la place de l'aquaponie en France, elle reste quand même petite, mais bon, c'est un système de production qui prend de l'importance, qui séduit beaucoup de gens, qui séduit aussi par le fait que on peut produire dans des zones, comme c'est un système de production hors sol, on peut produire dans des zones qui ne sont pas des zones agricoles. Vous parliez d'agriculture urbaine en présentant InnovAqua. Beaucoup de gens sont venus à l'aquaponie aussi, et j'en fais partie, par le biais de l'agriculture urbaine, en essayant de faire de la production locale sur des terrains, des friches industrielles ou des terrains pollués. Et ça, c'est, je pense, aussi un des points importants de l'aquaponie, qui fait que l'aquaponie a également un avenir pour des enjeux de relocalisation de la production de maraîchage, notamment, et éventuellement aussi piscicole, au plus près des populations, dans des zones qui ne peuvent pas être cultivées normalement. D'accord. Et du coup, de votre point de vue, Monsieur Aurélien de Tocqueville, vous qui êtes dans une structure à Itavi, quel serait votre avis plutôt sur l'importance de l'aquaponie? Alors, l'importance, je ne sais pas, ça reste en développement et en devenir. Mais en tous les cas, les questionnements, l'intérêt, ils y sont, puisqu'on voit bien, nous, depuis le début, depuis 2014, ça ne va que croissant en termes de sollicitation, en termes de demande, en termes d'intérêts divers et variés. Après, moi, je pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment une innovation? Voilà, puisque je fais souvent le parallèle historique avec ce qui existait déjà, que ce soit chez les Aztèques ou autres, ou la rizipisciculture qu'évoquait Guillaume, parce que ce sont les mêmes concepts qu'on manie au travers de tout ça. Mais en fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est pas juste greffer de l'hydroponie et du circuit recirculé. Parce que si on regardait que ça, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi bien que du plein terre ou d'hydroponie classique. Donc, ça pose des vraies questions techniques derrière. Et c'est surtout qu'il y a eu un changement de point de vue aussi, entre guillemets, mais c'est vrai pour beaucoup de filières. C'est que ce qu'on percevait avant comme étant un déchet ou un effluent d'élevage, c'est devenu une ressource. Et ça, c'est un vrai changement aussi de point de vue, et avec les aspects qui ont été évoqués, hein, effectivement des économies d'eau, avec éventuellement des réponses par problématiques de réchauffement climatique, etc. Et puis des vrais enjeux aussi de développement de production au niveau français. En pisciculture, au niveau produits aquatiques, on importe plus de 80% et on n'arrive pas à développer la pisciculture en France, malgré toutes les initiatives, malgré les compétences, les connaissances techniques, scientifiques, malgré la volonté de porteurs de projet, on n'y arrive pas. Alors, je ne dis pas que l'aquaponie va le permettre, mais ça permet de représenter les systèmes, que ce soit l'hydroponie ou les systèmes recirculés, de les représenter, de faire aussi de la pédagogie, parce qu'il y a un vrai intérêt pédagogique aussi au travers de l'aquaponie pour présenter les systèmes et d'élevage animaux et végétaux. Et donc, à partir de ça aussi, peut-être se réapproprier un peu ces systèmes de production. Et l'aquaponie est un excellent support pour ça. D'accord. Et du coup, vous parlez un peu de la pédagogie, de la communication. Du coup, c'est quoi votre stratégie de communication face au grand public? Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu les techniques que vous mettez en place et face au grand public? Nous, Itavi? Oui, Itavi, même les autres. Nous, on n'est pas bons, on est des techniciens, on ne sait pas, on a du mal à communiquer vers le grand public, c'est toujours un peu difficile, donc c'est une affaire de spécialistes aussi. Même si on essaie, en participant par exemple à des conférences comme celle-là, même si on a face à nous un public un peu avisé,
essai de diffuser. On fait quelques publications, mais effectivement, on fait beaucoup de publications qui sont des publications techniques. Et pour l'instant, justement, c'est pour ça qu'il y a un relais avec la filière, avec la fédération, pour porter ces éléments-là auprès du grand public, pour présenter la filière, pour présenter les producteurs. Donc ça, c'est un vrai relais qui devrait permettre effectivement de mieux faire connaître encore l'aquaponie auprès du grand public. D'accord. Et du coup, je reviens vers vous, Monsieur Richard Distmer, niveau pédagogie et stratégie de communication, vous faites comment un peu pour promouvoir un peu cette nouvelle agriculture au sein de votre structure? Alors aujourd'hui, la communication par la fédération auprès du grand public, elle est assez limitée parce que la fédération étant, on va dire, dans sa vraie première année, elle a peu de moyens. Mais toujours est-il que pour l'instant, on a participé à 2 salons. Donc le salon de l'aquaponie auquel a fait référence Aurélien, qui a eu lieu en octobre, mais effectivement qui était pour un public averti, qui s'intéressait déjà à l'aquaponie. Et puis on a participé également à une autre foire, je ne me rappelle plus du lieu exactement, mais c'était plutôt dans l'année, au mois de janvier, juste avant le confinement. Et donc on a pu participer à une foire où la Fédération française d'aquaponie avait un stand pour parler un peu de l'aquaponie et des structures de l'aquaponie. C'est vrai que on n'a pas encore dans le détail envisagé comment est-ce qu'on allait communiquer, nous, fédération, parce que sans moyens, c'est difficile de faire de la communication. Aujourd'hui, on fait de la communication via le web. C'est la communication, on va dire, à moindre mesure, à moindre frais, mais c'est toujours ça. Et après, souvent, que ce soit pour la formation ou pour la communication sur les produits, la technique de production, en général, ce sont les producteurs ou les professionnels de l'aquaponie qui font leur propre communication. Et souvent, chaque ferme, notamment en France, on a très peu, je pense à aujourd'hui une seule grosse ferme, on va dire, qui fait 1600 mètres carrés. Toutes les autres sont des micro-fermes, et donc avec une production, avec une clientèle très hyper locale, et donc chacun fait sa communication auprès de ses clients particuliers, quoi. D'accord. Est-ce que la personne qui s'appelle Michel et qui a activé sa caméra sur le Teams peut enlever sa caméra? Je ne sais pas s'il va m'entendre. Non, je ne sais pas s'il m'entend. Bon. Pas grave, on va regarder son beau salon. Ouais, voilà. Je pense aussi, ouais. C'est pas grave, il se rendra peut-être compte plus tard. Pour rebondir, excuse-moi Laurie, pour rebondir sur ce qu'a dit Richard, c'est vrai que moi par exemple à mon échelle, effectivement j'organise des visites de ma ferme, je participe comme ce soir, je donne quelques cours notamment à une école qui s'appelle Unilassad, que vous devez connaître. Voilà, on essaie, et comme disait Richard aussi, on est très peu d'acteurs professionnels, je parle. Aujourd'hui, donc on fait ça un petit peu à notre échelle au niveau local, parce que moi c'est mon choix que j'ai fait aussi, toute ma production est destinée au local en vente le plus direct possible. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Toujours est-il que, étant donné le faible nombre d'acteurs, et puis c'est encore quelque chose qui est en train de démarrer. Et il y a certaines, je ne vais pas dire des réticences, mais certaines structures ne veulent pas trop faire visiter parce qu'il y a, je ne vais pas dire des vols de technologie ou des choses comme ça, mais ça reste encore un petit peu confidentiel. Et je pense qu'on attend d'avoir, via justement l'ITAVI et l'accompagnement technique, quelque chose avec des itinéraires un peu plus cadrés, des modèles déjà établis,
pour pouvoir, enfin, je parle pas pour moi, mais les autres, ouvrir complètement les fermes. C'est quand même un secteur qui a, je vais pas dire concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du concurrentiel, parce qu'il y a tout à faire. Mais voilà, enfin, je sais pas si Aurélien peut ou veut réagir là-dessus, mais... Oui, peut-être pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de modèle clé en main d'aquaponie à livrer, comme il y a c'est un peu vrai en pisciculture aussi. Actuellement, chaque pisciculture est un cas particulier. Enfin, voilà, on n'a pas de modèle clé en main. Sur la partie poisson de l'aquaponie, donc le circuit recirculé, maintenant les composantes techniques du système elles sont connues. Après les assemblages, chacun peut les faire comme il l'entend, quoi. Donc on commence à avoir des éléments de dimensionnement, des éléments de performance technique, justement au travers des travaux qu'on a menés. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle type ou de modèle clé en aquaponie. On ne va pas vous vendre un système aquaponique comme on vous vend un bâtiment de volaille avec des performances à la clé en fonction de la taille du bâtiment. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Et quand j'évoquais tout à l'heure les aspects technico-économiques, pour l'instant, nous, on n'a pas non plus abouti à des éléments de modèles technico-économiques qui permettraient de calculer la rentabilité d'un système aquaponique, parce que c'est encore très diversifié. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de tout ça, c'est qu'il y a plein de solutions techniques, il y a plein de solutions de marché aussi derrière, il y a plein de lieux d'implantation divers et variés. Donc voilà, il n'y a pas de modèle clé en main, et ça doit être une réflexion sur plein de paramètres avant de se lancer dans un projet. D'accord. Et du coup, justement, au niveau international, est-ce que vous savez un peu l'activité au niveau international, au niveau de l'aquaponie, même au niveau communication, tant au niveau du développement de l'aquaponie, ou je ne sais pas si vous avez des liens avec des acteurs extérieurs. Oui, enfin, après, vas-y Aurélien. Ah non, vas-y, je pourrais compléter. Au niveau international, pour ce que j'en sais, oui, l'aquaponie est développée et se développe de plus en plus dans beaucoup de parties du monde. Enfin, historiquement, l'aquaponie est venue par les États-Unis, est revenue par les États-Unis, si je veux faire plaisir à Aurélien. Et donc, effectivement, ça s'est plutôt développé aux États-Unis, au Canada et en Australie. En premier, au début des années 2000, on va dire, surtout, où ça c'est vraiment, c'est devenu plus grand public chez eux. Mais que ce soit en Chine, au Japon, en Inde, qui ont des populations très importantes avec des sols très pollués et des problèmes pour produire de la nourriture de qualité avec une population notamment de classe moyenne qui recherche effectivement des produits sains, voire bio, mais qui n'arrivent pas à les trouver. Et l'aquaponie est une réponse à ce besoin-là, et l'aquaponie se développe beaucoup dans ces pays-là. Au Japon, l'aquaponie et l'hydroponie ont explosé après Fukushima, par exemple. Et après, en Inde ou en Chine, c'est sûr que ça se développe beaucoup. Dans les pays du Golfe, il y a énormément de projets, de gros projets, de très gros projets aussi. On l'a dit, 80-90% d'économie d'eau en moins. C'est forcément une ressource qu'ils vont chercher, parce que là-bas, c'est vraiment... c'est leur pétrole, quoi, à eux. Leur pétrole, il coûte pas cher, mais c'est l'eau qui coûte cher. Nous, c'est l'inverse. Donc voilà, dans les pays du Golfe, il y a énormément de projets, notamment en aquaponie, pour donner un petit aperçu au niveau international. D'accord. Et du coup, est-ce que vous voulez rebondir sur ce sujet, Monsieur Guillaume Fleur ou Monsieur Aurélien Tocqueville? Non, effectivement, Richard a parlé de ce qui se faisait un peu à l'étranger. Après, des connexions, moi, en tant que producteur installé, j'ai pas, hormis aussi la ferme de Big en Belgique que je suis allé voir, mais c'est un peu le seul acteur étranger que j'ai pu visiter. On n'a pas encore, mais je pense que c'est là tout l'intérêt de se structurer, parce qu'on est vraiment au tout début de la création de la filière.
Et justement, là, je pense, enfin, moi je le vois comme ça, là, la FFDA peut être un peu un catalyseur et pour avoir une parole déjà commune et puis pouvoir communiquer entre les différents pays des tas d'avancement. Après, je ne sais pas au niveau de tout ce qui est recherche, enfin, je sais qu'il y a déjà des programmes un petit peu conjoints, donc encore une fois avec la Belgique, les autres pays, je ne sais pas. Mais voilà, faut avancer. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu déstructuré dans le sens où c'est vraiment venu je vais pas dire du particulier, mais chacun a fait un petit module chez lui, ça fonctionne. Et là, on est en train de passer à l'échelle un peu plus grande au-dessus de professionnels et pour arriver après à des fermes beaucoup plus grandes. Alors, est-ce que c'est un modèle vers lequel on souhaite aller? Ça, c'est une autre question, j'ai pas la réponse. Mais voilà, par rapport à l'international, moi, j'essaie déjà de résoudre un peu toutes les problématiques qu'il y a à faire tourner une ferme. Je suis pas encore en train de regarder ce qui se passe au Japon ou même en Allemagne. Mais ouais, juste pour compléter, effectivement, oui, il y a pas mal de travaux, il y a pas mal de développement aussi. Il y a hélas eu déjà des échecs sur des développements importants, notamment aux États-Unis, en Suisse, voilà, sur des gros projets qui sont partis peut-être très vite, peut-être trop vite, je ne sais pas, mais en tout cas qui actuellement n'existent plus. Donc après moins de 10 ans. Donc voilà, ça pose aussi des questions derrière parce qu'encore une fois, ça n'est pas si simple que ça. Et après, oui, c'est ce qu'évoquait Richard, un peu partout sur la planète, il y a des projets, il y a du développement. On trouve des exemples de fermes à des tailles très importantes dans plein d'autres pays. En Europe, il y a eu un réseau, en fait. Il y a eu un réseau sur l'aquaponie. Hein. L'Union européenne finance des réseaux pour des mises en réseau d'équipes de recherche ou d'équipes techniques. Ce réseau est terminé maintenant, n'existe plus. Il y a eu différents éléments de produits, mais voilà, c'est des choses qui vont sans doute se restructurer au niveau européen aussi, pour une mise en relation de tous les acteurs qui s'intéressent à l'aquaponie. D'accord. Du coup, en fait, actuellement, ce serait plutôt il y aura plus de petites structures à échelle locale et les grosses structures commenceraient à se développer. Il y en aurait pas beaucoup, mais là, c'est beaucoup plus des structures à petite échelle qui existeraient en France. Alors oui, en France, pour le cas particulier de la France, oui, il y a principalement que des petites structures et il y a aujourd'hui, il y a 2 grosses structures, mais j'ai dit une, mais en fait il y en a 2. Et puis il y en a 4 autres en projet. Donc quand je dis petite structure, c'est moins de 1500 mètres carrés, on va dire. Il y en a aujourd'hui 2 qui sont plus importantes que ça et 4 autres qui sont des projets plutôt à l'échelle de l'hectare. Sous serre, système aquaponique sous serre. Donc oui, l'essentiel, c'est presque 100% des structures professionnelles qui existent ou qui sont en construction aujourd'hui sont des micro-fermes. D'accord. Merci beaucoup. On va devoir peut-être passer à la deuxième table ronde pour avoir le temps de parler un peu de l'avenir de l'aquaponie. Donc, justement, pour rebondir un peu sur ça. Donc, Maxime, je te laisse la parole pour du coup introduire cette deuxième table ronde. Très bien. Merci Laurie et merci à tous pour avoir participé à cette première table ronde. Donc on a vu que la filière de l'aquaponie est en plein essor en France, hein, c'est vraiment tout récent et ça demande encore beaucoup de sujets de recherche et de communication auprès du grand public pour pouvoir développer cette filière en France. Mais ça montre qu'il y a beaucoup d'avenir et qu'il y a un potentiel assez intéressant à creuser. Donc maintenant on va pouvoir parler des enjeux et des perspectives à venir par rapport à cette filière. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit Aurélien. C'est un système qui permet de répondre aussi à une question environnementale. On sait qu'on est dans une situation de réchauffement climatique. Tu as également évoqué le fait de la réutilisation des déjections des poissons.
Finalement, est-ce qu'on pourrait repartir sur une question de base pour l'ensemble des personnes présentes ce soir qui ne connaissent pas forcément l'aquaponie? Pourrais-tu nous expliquer le fonctionnement, la relation entre les trois organismes qui correspondent à ce système, à savoir la production des poissons, les bactéries, leur rôle, et puis derrière le bac de culture de végétaux? Ouais, oui, effectivement. Donc, c'est la base du système et c'est pour ça qu'on a pu développer l'aquaponie aussi. C'est parce que donc, dans les systèmes piscicoles, on a développé ce qu'on a déjà appelé là, les circuits recirculés. Parfois, on parle de circuits fermés. Mais globalement, c'est quoi? C'est qu'on a nos poissons qu'on élève. Donc là, on prend que la partie poisson. On élève nos poissons dans les bacs d'élevage qu'on nourrit, qui vont générer des rejets. Et en fait, ces rejets-là, on a mis une boucle de traitement pour justement éviter ce besoin en eau trop important. On a mis une boucle de traitement qui permet de transformer notamment l'ammoniac en nitrate. Donc ça fonctionne déjà uniquement sur les systèmes recirculés. Et comment on fait ça? C'est que l'ammoniac rejeté par les poissons est transformé grâce à un filtre dit filtre biologique. Ce sont des bactéries qui sont installées sur des supports plastiques, des médias plastiques, qui vont développer une surface spécifique importante, qui vont permettre l'installation de ces bactéries nitrifiantes pour transformer l'ammoniac en nitrate. Alors je fais court, mais c'est ammoniac, nitrate. On évite la phase de nitrite parce qu'elle est très toxique pour les poissons, donc on va aller jusqu'au nitrate. Et donc bien entendu, les nitrates sont intéressants pour les végétaux. Donc en fait, vous pouvez envisager un système aquaponique en ayant votre boucle poisson et votre boucle végétale, et donc utiliser une partie de l'eau issue des poissons qui est donc enrichie en nitrate pour faire pousser vos végétaux. Alors c'est pour ça que Maxime évoquait les trois composantes, puisque on a bien l'équilibre à avoir entre nos poissons, nos bactéries qui vont transformer nos rejets du poisson jusqu'au nitrate, et après nos végétaux. Et on peut envisager de ramener l'eau des végétaux dans le système poisson. Et c'est bien tout l'enjeu du pilotage du système, c'est qu'il faut maintenir l'équilibre entre ces trois compartiments qui n'ont pas forcément les mêmes optimums en termes de fonctionnement. Nos bactéries, nos poissons, nos végétaux. Très bien, merci Aurélien. Autre question par rapport à l'évolution en parallèle du changement climatique. On sait que la population ne cesse d'augmenter au vu des années. Quel est l'avantage, on va dire, pour l'avenir? Est-ce que c'est un mode de production qui pourra nous permettre de nous nourrir plus amplement, plus facilement, étant donné qu'on peut réaliser ce mode de production sur des cultures verticales, comme on l'a vu notamment avec l'un de nos projets sur la mise en place d'un permacube, qui reste effectivement un système très très petit, mais finalement qui est une miniature de ce que pourrait être une grande production verticale. Est-ce que ce mode de fonctionnement pourrait répondre à une demande alimentaire ample à l'avenir? Par exemple, Monsieur Dittmer, qu'en pensez-vous? Mon avis, c'est que l'aquaponie n'est pas est une technique de culture complémentaire aux techniques agricoles qui existent déjà. L'aquaponie ne permettra pas de nourrir la population mondiale, notamment parce que on ne peut pas produire tout type de légumes, notamment ou de fruits qu'on mange habituellement en aquaponie. Donc c'est une technique complémentaire qui permet de produire localement et donc d'avoir des produits frais au plus près des populations. Ça reste quand même une technique qui est en tout cas perçue par les connaisseurs, par les Nations Unies, comme une des techniques innovantes qui permettra effectivement de nourrir cette population croissante, puisqu'elle a été reconnue par la FAO, alors je ne sais plus en quelle année, si c'était en 2014 ou 2012, comme une des techniques à privilégier pour répondre aux besoins grandissants de production de nourriture pour la population. Mais donc personnellement, moi je pense que c'est une technique complémentaire, c'est pas elle qui va révolutionner. Voilà. Très bien.
Merci, Monsieur Dittmer. Et donc, pour rebondir, Monsieur Schlur, donc, vous qui êtes, on va dire, à plus petite échelle, vous travaillez avec des débouchés plutôt en circuit court. Donc, dans cette situation, justement, dans cette situation sanitaire aujourd'hui qui demande à augmenter les circuits courts, est-ce que vous avez vu une augmentation de votre demande par rapport aux personnes autour de vous, que ce soit des restaurateurs, des personnes lambda, du marché, la vente sur marché ou autre? Est-ce que ça marche plus aujourd'hui que sur les jours d'avant? Alors oui, alors aujourd'hui avec le confinement, c'est encore particulier. Toujours est-il que de ce que je vois moi à ma petite échelle, c'est qu'il y a vraiment une demande sociétale d'avoir des produits qui sont sains. Tels que je présente et que je la pratique, moi l'aquaponie, mes truites sont avec de l'aliment bio, je fais aucun traitement sur mes végétaux. Les gens sont plutôt une bonne image de ça. Après, de toute façon, le produit il parle de lui-même. S'ils reviennent, c'est que ça a bien plu. Donc il y a vraiment les gens pensent de plus en plus à effectivement leur santé, leur bien-être passe par leur assiette. Donc il y a la qualité des produits et il y a également la fourniture de ces produits au plus près de chez soi, donc en local. Après, avec l'événement qu'il y a ces temps-ci, je parle de la Covid, effectivement, alors les restaurateurs là, j'ai pu déboucher là-dessus. En revanche, j'ai une hausse de demande de mes produits. Moi, clairement, si je faisais 5 fois plus aujourd'hui, je pourrais en écouler 5 fois plus. J'arrive pas à répondre à l'ensemble de la demande. Mais c'est pas vrai que pour moi, les produits aquaponiques. Je veux dire, c'est pareil pour tous les collègues avec qui je travaille, que ce soit le maraîchage plein terre classique, les œufs, les poulets. Il y a une demande sociétale de local, de produits sains. C'est pas une demande spécifique de produits aquaponiques. Hormis vraiment quelques érudits qui sont venus visiter, qui connaissent et qui veulent du produit aquaponique plus qu'un autre. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, peut-être que j'anticipe sur une question qui va venir, mais je pense pas que les gens, moi à mon échelle, ils achètent pas parce que c'est aquaponique. Ils achètent d'abord parce que c'est local et que c'est sain et que c'est bon. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, que je le vois. Très bien, Monsieur Schlur. Donc on comprend bien qu'il y a quand même une envie de découvrir ce modèle par les personnes qui se trouvent autour de vous. Et finalement, cette découverte de votre ferme, par exemple, par des personnes, votre clientèle chez vous, est-ce que ça les amènerait à l'avenir, pourquoi pas, juste par envie de découverte ou d'être autonome soi-même, de mettre en place un système à petite échelle pour avoir une production à la fois maraîchère, piscicole, peut-être un peu plus dur, mais pourquoi pas maraîchère dans un premier temps pour leur maison et leur famille? Je pense, en tout cas, tous ceux qui viennent visiter à la ferme, on voit, ils ont des étoiles dans les yeux, oh là là, mais c'est super, les poissons qui nourrissent les plantes qui épurent l'eau des poissons. Alors après, de là avoir une petite unité de production chez soi, alors un aquarium, oui. Il y a plein de petits modules à destination des particuliers qui fonctionnent sur 1 mètre carré. De là à être autonome pour pouvoir s'auto-alimenter, il faut un certain volume de production, ça demande quand même un minimum de compétences. Dès l'instant qu'on veut avoir, moi je pense surtout à l'aspect piscicole où c'est à mon sens le plus dur, parce que peut-être que j'avais pas fait la formation piscicole, mais d'arriver à avoir des poissons que l'on souhaite consommer en quantité suffisante de façon qu'ils soient bien élevés dans le sens, je veux dire, bien-être animal, c'est quand même une complexité, alors qui n'est pas insurmontable, mais qui s'apprend au cours du temps. Et moi, c'est le discours que j'ai souvent, c'est commencer petit, commencer par un aquarium et puis augmenter en taille petit à petit, plutôt que d'arrêter directement. Parce que dès l'instant qu'on change d'échelle, on change de problématique aussi. Et les conséquences d'une erreur ne sont plus les mêmes si on est sur un système de 2 mètres cubes ou de 50 mètres cubes. Juste, si je peux me permettre là-dessus, en fait, pour la question d'échelle, je pense que c'est aussi ce qui a fait l'engouement là, sur les 5 dernières années sur l'aquaponie, c'est qu'on peut trouver des tout petits systèmes à une échelle cuisine avec l'aquarium et quelques plantes aromatiques au-dessus, jusqu'à une échelle des petits modules, voire une petite serre à implanter dans son jardin,
jusqu'à des systèmes avec des porteurs de projets de plus grande taille comme Richard et Guillaume. Donc en fait, on a vraiment ce panel en fait, de taille de système en aquaponie, avec au niveau international des échelles très très grandes sur plusieurs milliers de mètres carrés. Donc c'est ça aussi qui fait, à mon avis, qui a fait l'engouement ces dernières années. D'accord, très bien. Est-ce que Monsieur Dittmer, vous voulez rebondir? Non, je n'ai rien à ajouter là sur ce qui est dit, c'était très bien. Vous qui êtes également maraîcher pisciculteur, vous avez également un réseau qui s'est développé autour de votre débouché en circuit court sur ces derniers mois de confinement? Alors pour l'instant non, parce que moi je suis toujours en construction. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas encore démarré réellement mon activité. Mon activité pour l'instant est celle de construire plus que de produire. Très bien. Alors je rebondis sur un mot que vous avez évoqué, Monsieur Schlur, c'est le bien-être animal. On sait qu'aujourd'hui c'est une problématique qui tend de plus en plus, où de nombreuses associations se montent, notamment via les réseaux sociaux. Que pensez-vous de la relation de l'aquaponie avec le bien-être animal? On sait que du coup, on est quand même sur un élevage d'animaux vivants qui reste dans une surface plus ou moins élargie. Est-ce qu'on a quelque chose qui existe, des recommandations ou des demandes sur le bien-être animal et l'aquaponie aujourd'hui? Est-ce que Aurélien, tu veux rebondir là-dessus? Voilà. Alors, je ne comprends pas la question. Enfin, je m'explique. Je ne comprends pas la question parce que la question du bien-être animal n'est pas liée à la question de l'aquaponie. La question du bien-être animal se pose pour les systèmes d'élevage, on est d'accord, y compris en pisciculture. A contrario, il y a eu quelques travaux qui montreraient, non pas sur l'aspect bien-être, mais éventuellement sur l'aspect sanitaire, des bénéfices mutuels en fait entre la partie plante et poisson. Donc voilà, ça, il y a encore plein de travaux à mener là-dessus, c'est un vaste champ d'investigation. Sur la partie bien-être, c'est vraiment lié au système d'élevage piscicole. La question se pose pour l'ensemble des élevages piscicoles, que ce soit du circuit recirculé ou ce qu'on connaît majoritairement en France du circuit ouvert, jusqu'à des systèmes en mer avec les cages en mer. Donc la question, elle est complètement ouverte. On a 2 programmes, nous, en cours sur ces aspects bien-être en pisciculture, qui visent à travailler sur cette question en développant des indicateurs de bien-être, en évaluant le bien-être, puisqu'on ne va pas faire du monocritère et ça n'aurait aucun sens. Vous qui connaissez les systèmes d'élevage animaux, vous savez bien que c'est multiparamétrique, donc il y a un panel d'indicateurs à prendre en compte pour évaluer le bien-être en élevage. Et notamment en pisciculture, on est sur des cycles d'élevage qui sont longs, avec la particularité aussi du nombre d'animaux qu'on a dans les bassins ou dans l'élevage. Donc il y a des travaux en cours sur cette question bien-être, encore une fois, qui visent vraiment à déterminer des indicateurs qui permettront à terme de développer un outil d'évaluation du bien-être, comme ça existe déjà par exemple en élevage de volailles. Et donc l'Itavi a déjà développé un outil d'évaluation du bien-être en élevage de volailles. Et on vise à terme à réaliser la même chose pour la pisciculture, en intégrant cette diversité aussi des systèmes d'élevage entre le circuit ouvert et le circuit recirculé. Donc pour moi, elle est relativement indépendante de l'aquaponie, même si, effectivement, on gère un peu différemment, je pense, un élevage en aquaponie d'un élevage circuit recirculé sol. D'accord, très bien. Est-ce que aujourd'hui ou à l'avenir, l'aquaponie sera plus ouvert ou plus accessible à des particuliers par le biais de mise en place de formations par un institut de la filière? Monsieur Dittmer, par exemple, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors là, c'est assez, c'est une question difficile, j'avoue. Par exemple, il est vrai qu'on voit, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'aquaponie. J'aurais jamais imaginé il y a un an participer à une conférence avec 180 étudiants ou plus ou moins qui s'intéressent à l'aquaponie. Donc voilà, il y a un intérêt grandissant depuis 3 ans surtout, on va dire, 2-3 ans. Donc de fait, oui, les gens ont envie d'en apprendre plus, ont envie de se former. Voilà, Uniasal propose des cursus scolaires où on peut apprendre, en tout cas sur certains modules, certains
module de l'aquaponie. Il y a des centres de formation professionnelle pour adultes aussi, des CFPPA qui proposent depuis cette année des CFPPA, des BPREA en aquaponie par exemple. Donc c'est des choses qui commencent à émerger. Il y a aussi de plus en plus d'organismes privés qui proposent des formations en aquaponie, alors avec plus ou moins de succès ou avec, on va dire, une expérience et une connaissance plus ou moins développée. Il y a souvent ce sont des gens qui ont appris l'aquaponie il y a quelques années, puis qui commencent à former des gens parce que il n'existait pas grand-chose jusqu'à présent, et puis ils avaient énormément de demandes, donc pourquoi pas répondre à cette demande-là. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, moi je le vois quand je fais visiter, il y a vraiment une vraie demande de particuliers ou même d'étudiants ou de porteurs de projets qui veulent se former. Moi j'ai des demandes de stage quasiment toutes les semaines. Il y a vraiment une volonté d'approfondir, de connaître un petit peu mieux, au-delà de voilà, il y a le cycle, ça fonctionne. Concrètement, quels sont les critères, quels sont toute la technique pour faire ça. Et d'ailleurs, justement, il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des formations plus ou moins longues, plus ou moins profondes, en fonction du type d'installation qu'on veut installer, si c'est quelque chose de particulier ou si c'est pour en faire une activité professionnelle. Non, sur l'aspect formation, effectivement, ça a été évoqué. Il y a pas mal de formations qui existent, encore rien vraiment au niveau des formations, que ce soit dans le supérieur ou initial. Pour autant, et ça on a vu ça lors du salon de l'aquaponie, il y a eu 2 métiers qui ont été reconnus, et c'est aussi pour dire le côté innovant et le fait que ça a été reconnu qu'il y a effectivement une filière qui est en train de se créer et une filière d'avenir. Il y a 2 métiers qui ont été reconnus au niveau français, par France Compétences, que sont le métier de technicien et d'ouvrier en aquaponie. Donc qui ouvre la porte à une qualification pour ces métiers-là, et donc à des formations qualifiantes pour ces métiers-là. Et donc il y a un organisme de formation maintenant qui est qualifié pour délivrer des formations et donc délivrer ces titres et ces titres qualifiants d'ouvrier technicien en aquaponie. Très bien. Une dernière question pour clôturer cette deuxième table ronde, et puis on pourra passer à la partie des questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat, et je remercie l'ensemble des invités pour être assez actifs. Il n'y a aujourd'hui pas de labellisation qui correspond à l'activité de l'aquaponie. Est-ce que pour vous, c'est un frein pour la communication auprès du grand public? Ouais. Guillaume, tu veux commencer? Moi, je veux bien commencer. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà évoqué, j'ai aucun problème pour écouler mes produits. C'est sûrement aussi parce que j'ai une petite production, comme on le disait, j'ai une micro-ferme. Grosso modo, par rapport au prix, par exemple, à combien vendre un produit aquaponique, j'ai bêtement pris le prix d'un légume bio, le prix d'un légume conventionnel, et je me suis mis au milieu. Bon, après, j'ai regardé aussi un petit peu mes charges et combien ça me coûte. Mais voilà, la labellisation, aujourd'hui, à mon échelle, ce n'est pas un frein. Alors après, pour avoir une reconnaissance plus grande, il y a un travail à faire là-dessus. Est-ce que c'est faire évoluer le cahier des charges bio? Ça me paraît très compliqué. Créer carrément un nouveau label produit issu de l'aquaponique. C'est des discussions qu'on a eues notamment au salon de l'aquaponie. Il faudrait déjà définir concrètement et vraiment avec les mots justes, qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? Parce que comme on vient de le voir, il y a autant d'aquaponie que de personnes qui en font, avec plus ou moins tourné vers le végétal ou vers l'animal ou vers la formation. Voilà, il faut d'abord mettre à plat qu'est-ce que c'est que l'aquaponie. Est-ce qu'il y a des durées d'élevage minimales de poissons, des densités, des espèces? Enfin, on peut imaginer tout un cahier des charges là-dessus. Mais je pense que Richard pourrait parler un petit peu de ce travail qui est en train d'être fait ou qui va être fait par pour moi, la fédération peut être force de proposition et avoir une parole commune pour discuter avec les différents acteurs politiques, administratifs. Tout à fait. Donc,
Alors d'abord, le besoin de création de labels, comme l'a évoqué Guillaume, et en fait ça vient du fait que en France, beaucoup de producteurs sont des micro-fermes, ayant des clients particuliers en direct très localisés, enfin très locaux. Le besoin de label, il est pas si important que ça, parce que les clients, ils viennent visiter la ferme, ils voient comment c'est produit, et donc qu'il y a un label bio, aquaponie ou tartempion, et en fait, il n'est pas nécessaire. Par contre, pour des structures qui vont chercher à vendre à des GMS, enfin des grandes et moyennes surfaces par exemple, même pas forcément des très grosses, des fermes qui vont être sur plusieurs milliers de mètres carrés, mais même quand on commence à être entre 1000 et 2000 mètres carrés, on peut avoir une taille de production suffisante pour envisager des débouchés vers des grandes et moyennes surfaces. Et donc c'est dans ces conditions-là où un label serait bienvenu pour faire reconnaître le produit et potentiellement avoir des prix de vente qui soient un peu supérieurs à ceux du conventionnel, voire pour certains vouloir égaliser les prix du bio. Donc dans ces conditions-là, un label pourrait être utile. Après, effectivement, comme l'a dit Guillaume, aujourd'hui, sur la création du label, on est encore qu'au balbutiement, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, tout le monde n'est pas forcément pour la création d'un label, ou enfin, en tout cas, n'a pas forcément le besoin d'avoir un label. Donc, ces gens-là ne vont pas forcément pousser pour une création. Mais avant ça, il faut d'abord se poser la question vraiment de qu'est-ce que c'est que l'aquaponie, comment on définit l'aquaponie. Aurélien a mentionné Big. Big fait de l'aquaponie d'une façon qui est, on va dire, un peu différente de beaucoup d'acteurs en France. Est-ce que ça convient comme aquaponie pour faire reconnaître les produits d'aquaponie auprès d'un grand public? C'est quelque chose qui reste à discuter. On espère avoir avec l'adhésion de tous les professionnels pouvoir lancer cette discussion-là dans les prochains mois. Très bien. Merci beaucoup à vous trois pour avoir participé à cette deuxième table ronde. On va pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc je vais laisser la main à Davy et Océane, donc en charge du pôle partenariat qui était en relation avec vous avant organisation de la conférence. Et puis on se retrouve pour clôturer cette conférence. Merci à vous. Du coup, pour la conclusion de la conférence, avant de passer aux questions, en fait, j'aimerais bien que chaque intervenant conclue en quelques mots, en une phrase sur l'aquaponie en général, histoire de résumer un peu la conférence, si vous avez d'autres choses à dire. Quand on a démarré même en 2013, donc concrètement, on a déposé un premier projet sur ces thématiques et aquaponie. Et en fait, on s'est fait jeter, on n'a pas eu le projet. Voilà, et donc, on a persévéré. Et donc, on a eu le projet en 2014. Et je ne pensais pas qu'en 2020, il y aura encore autant d'engouement que ce qu'on a vécu dans les premières années. Donc, pour moi, voilà, ça reste source d'innovation, source de questionnement, source d'interrogation. Et surtout, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les filières, que ce soit animales ou pisciculture au sens large. C'est qu'il y a des porteurs de projets, il y a des gens qui veulent s'installer. Et ça, c'était vraiment un signe positif et encourageant pour la suite. Et encore une fois, l'aquaponie permet de repenser, de se réapproprier, de se re-questionner sur les systèmes d'élevage et de production. Est-ce que Richard Dittmer, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste donner quelques chiffres, parce que au début de l'année, il y a une étude économique qui est parue sur une étude globale sur l'aquaponie qui est parue et qui évaluait en 2020 le marché de l'aquaponie, donc à la fois les produits, mais aussi la vente de matériel, etc., à 600 millions de dollars dans le monde, donc ce qui est
pas mal quand même, avec une perspective de 15% d'augmentation par an, au moins jusqu'à 2025. Donc c'est des chiffres qui sont quand même encourageants sur le développement de la filière. Pour vous donner peut-être une référence, c'est le 15% qui m'a fait penser à ça. En France, le développement de la filière bio, c'est plus 15% depuis 2000 par an. Et jusqu'en 2020, ça n'a jamais diminué. Donc voilà, moi personnellement, je pense que l'aquaponie est amenée à continuer à se développer parce que il y a tous ces bienfaits à la fois en économie de ressources, en production locale et en restauration de la confiance des consommateurs envers les agriculteurs, parce que l'aquaponie, en s'installant au plus près des populations, permet aussi de recréer ce lien participe à recréer un lien entre les consommateurs, les citadins et les agriculteurs et le monde agricole. Merci. Et enfin, Guillaume Fleur, pour conclure sur la conférence, sur l'aquaponie. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que vient de dire Richard. Effectivement, l'agriculteur n'est plus vu comme le gars dans son tracteur, un peu dans le champ, là-bas au loin, mais quelqu'un qui est à côté de nous, qui utilise des techniques, certaines de pointe, avec des systèmes. On peut avoir plein de systèmes, donc c'est intéressant. Moi, en tant que producteur, c'est un métier passion, quoi. C'est génial parce qu'on fait tout. On fait de l'animal, on fait du végétal, on fait de la serre, on fait du commercial. Enfin, tous les agriculteurs ou les chefs d'exploitation font ça. Mais étant donné que, comme je l'ai déjà évoqué, on n'a pas d'ITK, d'itinéraire culturel type, et que chaque ferme est unique, c'est un métier passion. Aurélien disait qu'ils n'avaient pas eu le financement et qu'ils ont persévéré. Effectivement, il faut persévérer aussi. Et voilà, et au-delà de moi, mon projet personnel, c'est un projet de famille, c'est un projet beaucoup plus large, même à l'échelle de la commune. Et en fait, on embarque tout le monde avec nous, et c'est ça qui est passionnant. Merci. On va pouvoir passer, du coup, après ces tables rondes, aux questions, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le fil de discussion. Donc, on peut commencer avec une question un peu plus générale. Il y a Alain, un invité, qui demandait un peu des questions en général sur l'aquaponie, de quelle superficie d'exploitation était nécessaire pour être rentable, et aussi des exemples d'espèces de poissons qu'on pouvait envisager en production. Peut-être que je peux donner un aperçu. Sur la superficie de l'exploitation, pour être rentable, ça dépend de vos productions, ça dépend de votre marché, ça dépend, est-ce que vous faites des produits de niche, est-ce que vous arrivez à les écouler aussi. Donc c'est vraiment très compliqué à répondre à cette question. Les exemples que je pourrais donner, c'est on peut avoir une ferme qui fait 600 mètres carrés et arriver à sortir 2 ou 3 salaires au bout de 4-5 ans, comme on peut être installé sur 10 000 ou 20 000 mètres carrés et commencer avec 20 salariés et puis au bout de 3 ans tomber en faillite, comme certains projets qu'a évoqué Aurélien. Donc, c'est compliqué à répondre. Ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, j'ai envie de dire, quand on s'installe, les gens qui s'installent avec une ferme d'environ 1000 mètres carrés, au moins, arrivent à s'en sortir. Mais, encore une fois, ça dépend des débouchés, des types de production, etc. Après, sur la question des poissons, tous les poissons d'eau douce, voilà, il n'y a pas vraiment de restriction. Après, il y a certains endroits qui essayent de faire aussi des poissons d'eau de mer, de la production avec de l'eau salée. C'est la production qui est très très technique et avec des taux de réussite qui ne sont pas très très évidents. D'accord, merci. Ça répondait à la question d'Alain. Et après, dans la même optique, on avait une question de Alexandre Champy concernant un ordre de grandeur des coûts d'investissement
pour les personnes qui veulent se lancer dans un système à domicile ou même un ordre d'idée pour les exploitations? Encore une fois, vous allez dire qu'on a des réponses de Normand, ça dépend. Mais en fait, c'est le cas dans le sens où est-ce qu'on veut quelque chose de très piloté avec plein de capteurs de partout? Est-ce qu'on veut faire de la récup avec des palettes? C'est ça qui est aussi passionnant, comme je le disais, c'est qu'il y a autant de systèmes que de personnes. Et après, voilà, moi je peux donner l'exemple de moi, mais c'est pas du tout représentatif dans le sens où j'ai pas eu à acquérir le foncier et la serre, elle était déjà existante. Mais aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce, si on va avoir un truc clé en main tout fait, je sais pas, moi ça va de 200 à 20 000 euros. Hein. La fourchette haute, on peut l'atteindre, enfin, elle est pas finie. Après, voilà. Encore une fois, ça dépend de la qualité que vous voulez. Mais grosso modo, il faut quand même être assez bricoleur. Hein. Que ce soit pour un petit système, un moyen ou un grand, il faut connaître. Faut bricoler, quoi. Enfin, j'ai pris la parole comme ça, mais peut-être que les. Oui. Après, j'ajouterais juste sur la partie bricolage pour la maison que on peut descendre très 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 bas dans le coût de construction d'un système maison en faisant beaucoup de récupération. Après, si on commence à faire attention notamment à la qualité des matériaux qu'on utilise, puisque on produit des produits comestibles, donc on voudrait en général utiliser plutôt des matériaux de qualité alimentaire, et donc forcément, quand on passe sur des matériaux de qualité alimentaire, on va augmenter un petit peu sensiblement le coût des matériaux. Et juste pour compléter par rapport à tout ça, je dirais que et en fait, encore une fois, c'est multifactoriel. Tout dépend de ce que vous choisissez en termes de technique, de production, voire en termes de choix de production, puisque vous pouvez compléter les apports des poissons sur vos végétaux aussi. Vous pouvez faire des choix de ramener l'eau des végétaux vers les poissons ou pas. Vous pouvez choisir différents systèmes de traitement, notamment sur les matières en suspension des poissons. Et tout ça, derrière, ça induit des coûts. C'est pour ça que la réponse du coût d'investissement, elle est compliquée. C'est bien ce qu'ont dit Richard et Guillaume, puisqu'il y a le choix du système. Et actuellement, on ne raisonne pas trop en surface de production pour être rentable. On raisonne en surface par rapport à la quantité d'aliments qu'on va apporter à nos poissons, donc en grammes d'aliments par mètre carré de culture. Là, on commence à avoir des ratios qui permettent des ébauches de dimensionnement assez précises en fonction des végétaux que vous voulez y mettre. Après, ça devient très compliqué quand vous faites donc des cycles de culture et quand vous multipliez les types de végétaux, par exemple. C'est pour ça qu'on n'a pas encore toutes les clés. Il y a eu des premiers documents de produits, mais sur des systèmes à petite échelle et globalement assez simplifiés. Enfin, même nous, on a travaillé au départ sur un modèle type truite salade uniquement pour essayer d'avoir ces ratios et petit à petit, on complexifie le système. Donc, du coup, complexifiant le système, vous pouvez le complexifier aussi sur les aspects techniques et matériels sur lesquels vous allez aller et donc après aller sur des systèmes qui sont effectivement très très coûteux. Il y a souvent ce débat low-tech, high-tech, mais je pense que le débat il n'est pas tant là, il est plutôt quel choix vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez produire et dans quelles conditions vous voulez les produire. Merci pour vos réponses. Alors on va essayer de tourner, donc on peut demander à quelqu'un de poser une question et d'ouvrir son micro. Une question. Sinon, là, on réserve. Oui, j'ai une question. Ah, oui. Je m'entends bien? Oui. Alors, je voulais savoir, aujourd'hui, on est souvent reproché à l'aquaponie d'utiliser des farines de poisson dans l'alimentation des poissons de l'élevage. Et les farines de poisson, elles viennent de la pêche minotière et on sait, c'est assez néfaste pour l'environnement. Et donc, ça s'oppose un peu avec l'image qu'on a de l'aquaponie. Donc, est-ce qu'on tendrait plutôt vers des poissons de plus bas réseau trophique ou voire utiliser d'autres aliments plutôt axés avec des farines issues d'insectes? Je peux faire une première réponse, encore une fois, sur mes bases techniques, hein, je vais juste vous répondre. Donc
Les poissons utilisables, enfin, il y a tout un tas de poissons utilisables. On a des contraintes réglementaires en France sur certaines espèces qu'on peut pas utiliser, voilà, en l'occurrence. Donc ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Sur l'aspect farine de poisson, la question elle est plus posée à la pisciculture qu'à l'aquaponie, hein, donc on s'adresse à la composante pisciculture. C'est aussi des choix d'espèces, effectivement. Au-delà de ça, les pêches minotaires, il y a des stocks qui sont très, très bien gérés et qui, justement, ont tout intérêt à être bien gérés, même si on atteint des limites sur ces stocks-là, on est bien d'accord. Après, sur les farines d'insectes, eh bien, encore faut-il s'assurer qu'effectivement, utiliser des farines d'insectes, ça reste plus vertueux, entre guillemets, que des farines de poissons. Il y a des travaux, notamment sur des analyses du cycle de vie, les choses ne sont pas si claires que ça. Ils sont pas si tranchés que ça à l'heure actuelle. Attendons que les process aussi de production d'insectes s'industrialisent vraiment pour voir dans quelle mesure les process mis en place permettront effectivement, éventuellement, de limiter l'impact environnemental. Mais ça fonctionne très bien au-delà de ça, hein, les farines d'insectes, pour avoir testé sur des aliments piscicoles, ça peut fonctionner tout à fait sans aucun problème. Après, je vais rebondir sur la partie farine de poisson. D'abord, il faut savoir qu'il y a qu'une petite partie de la pêche minotière qui est utilisée comme poisson qui est transformée en farine pour l'alimentation piscicole. Il y a une grosse partie de cette pêche minotaire qui est transformée en farine pour l'alimentation des porcs, par exemple. C'est 40% de la pêche minotaire, contrairement à environ une dizaine de pourcents pour la pisciculture. Donc, on tire sur la pisciculture, mais faut voir le reste. Et puis après, un poisson, pour les salmonidés, un poisson, il mange du poisson. Donc, s'offusquer qu'on donne des farines de poisson à un poisson, c'est en fait rejeter la nature du poisson, quelque part. Donc, voilà, il faut aussi faire la part des choses. Merci pour la réponse. Donc, une question qui avait été posée par Axel. L'aquaponie et la production d'insectes sont des nouvelles filières qui se développent actuellement. Pensez-vous qu'elles puissent évoluer en synergie dans un futur proche ou... Moi, je veux bien essayer de tenter de répondre. Je dirais oui, dans le sens où même moi, en tant que producteur, je me suis posé la question, tiens, est-ce que je ferais pas un petit élevage d'insectes alors ce sera pas pour remplacer l'aliment piscicole, hein, parce qu'il y a dans l'aliment piscicole, il y a effectivement la protéine animale, mais il y a plein d'autres choses aussi. Mais le complémenter, utiliser moins d'aliments et complémenter avec de la farine d'insectes, ça veut aussi dire rajouter un nouvel atelier, des nouvelles compétences. Voilà. Après, on peut très bien aussi imaginer que l'aquaponie, on fasse pousser des végétaux type soja ou à forte taux de protéines pour les donner à manger aux poissons qui vont... voilà. Il faut bien se rendre compte que, moi je parle en tant que producteur, l'aquaponie, ce n'est qu'un moyen de production. La finalité, c'est quand même de produire, voilà. Je produis deux choses, du poisson et du végétal, mais je fais pas l'aquaponie pour faire l'aquaponie, sinon on fait que de l'aquariophilie. C'est une petite parenthèse que je fais, mais je vais laisser les autres intervenants. En parlant aussi des insectes, on avait une autre question de Christophe Chameau qui demandait si l'un d'entre vous avait déjà été tenté par des équilibres à 5 acteurs, donc aquaponics, mushrooms, insects. Est-ce que il a appelé ça les 5 acteurs amis? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez des informations dessus? Moi, non. Non, pas plus que ça. J'ai vu des gens faire de la production alors pas d'insectes, mais de champignons en aquaponie, mais bon, avec un résultat, on va dire, quand même assez incertain aujourd'hui. Voilà. Ouais, non, on n'a pas non plus creusé la question, mais on essaie de complexifier au fur et à mesure le système, donc pourquoi pas un jour rajouter des composantes champignons, mais
quand on a déjà notre composante poisson, bactéries, quand vous avez le végétal, quand après éventuellement vous rajoutez pourquoi pas les insectes et aussi on teste tout ce qui est lombrifiltration là, sur notamment les boues issues des poissons. Voilà, petit à petit, vous pouvez complexifier l'ensemble du système, mais pour l'instant, on n'a pas creusé cette question champignons par exemple. Mais par le biais de cette question, on voit qu'on peut toujours plus complexifier, et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on peut toujours rajouter quelque chose. Et je veux dire, je vais pas dire que c'est infini, mais une problématique nous fait réfléchir, on apporte une solution, et cette solution nous amène à une autre problématique, et en fait, on tire le fil, et ça rejoint ce que je disais, c'est vraiment un métier passion où on recrée un mini écosystème, il y a tout à faire, tout à voir là-dedans. On a une question posée par Laurine qui a été partiellement répondue en commentaire, mais on peut creuser un peu. Système aquaponique en eau salée, de moyen qu'un système standard. Et oui, quelles seraient les problématiques donc, de ce système? Richard a un peu évoqué ça tout à l'heure. Oui, ça existe. Il y a des choses qui sont déjà réalisées. Après, encore une fois, pour moi, le concept même de l'aquaponie, il est déjà décliné un peu partout. On a, nous, déjà des essais, ce qu'on appelle des systèmes multitrophiques en pisciculture marine. En fait, on va produire des algues sur la base des effluents des poissons. Voire vous avez des systèmes plus complexes où vous avez le poisson sur des cages en mer, par exemple, poisson, algues, coquillages. Donc, pour moi, encore une fois, à chaque fois, on est sur les mêmes concepts, en fait. Après, de l'avoir un système aquaponique, recirculé hors sol, eau de mer et végétaux, le panel végétal commence à se réduire un peu, même si c'est des choses qu'on a dans nos pistes de recherche. Et il y a des choses qui peuvent fonctionner. On n'est pas totalement en eau salée, mais en eau saumâtre. On sait que la tomate en eau saumâtre, ça peut marcher, et avec certains poissons, ça peut très bien fonctionner. Donc ça, c'est aussi des essais qu'on sera sans doute amenés à faire dans la suite de nos travaux. Oui. Après, suite à des un traitement de l'eau, après il est possible potentiellement aussi de désaliniser peut-être un petit peu l'eau pour que après, quand l'eau passe dans le compartiment végétal, elle soit plus trop salée, et donc que les végétaux poussent normalement, parce que en général les végétaux en présence de sel se comportent pas très bien. Je vous invite à aller voir par exemple une ferme qui s'appelle Superior Fresh aux États-Unis, qui fait du saumon d'Atlantique avec une très très grosse production végétale. C'est la plus grosse ferme aujourd'hui aux États-Unis. Après, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, les solutions techniques, on les a. C'est jusqu'à quel coup on va. On peut très bien imaginer faire 2 poissons d'eau de mer avec de l'aquaponie et le compartiment végétal, comme tu disais, dessalé. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi faire la relation entre la bascule économique. Est-ce que ça vaut le coup? Si j'ai le marché pourquoi pas? Est-ce que j'ai la philosophie aussi? Est-ce que j'ai l'envie? Encore une fois, on a un panel de solutions techniques énorme, que ce soit en végétal, en animal. Et nous de puiser dedans et faire un petit peu la forme de ferme que chacun souhaite, en fait. On avait une question qui était liée un peu aussi au fait d'avoir de l'eau saumâtre. Une question de Paul qui nous demande s'il y aurait des parallèles entre l'aquaponie et la culture de spiruline. Oui, ça aussi on y a pensé, c'est ce que disait Guillaume, à force de se poser des questions, on a toujours envie de tenter des trucs. Vu qu'on a, nous, des projets en cours sur la spiruline, ça tombe bien, c'était dans les mêmes cercles, dans les serres à proximité de là où on faisait de l'aquaponie, donc on a testé sur des premiers essais d'utiliser l'eau issue des poissons pour aller sur des cultures de spiruline, et ça fonctionne aussi très très bien. Alors attention, encore une fois, il y a des questions de volume d'eau nécessaires aussi. Vous n'allez pas utiliser toute l'eau, tout dépend comment vous fonctionnez sur votre système recirculé, mais si vous avez un système recirculé avec un certain volume d'eau qui sort, vous n'allez pas tout envoyer sur de la spiruline, puisqu'on n'apporte pas de l'eau tous les jours comme ça sur des cultures de spiruline, on compense, mais voilà. Et donc oui, ça fonctionne, sinon techniquement, ça fonctionne. Mais oui, c'est une idée
qu'on a eu aussi. Ça reste à creuser. De là à coupler les deux, c'est pas si simple que ça non plus, quoi. Alors, on avait une question de Nathalie Schröninger. Un projet de Coponi à 1300 mètres d'altitude dans les Alpes, est-ce possible? Donc, c'est une question un peu plus ouverte. Personne ne répond. Je pense qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a déjà évoqué. Technique. Et puis après, ça dépend quel poisson, quel végétaux. Enfin, d'avoir une réponse claire et nette comme ça, on peut dire oui comme on peut dire non. Il faut voir, mais comme chaque porteur de projet a son projet, il faut regarder un peu plus en détail comment ça s'articule en fait. Entre la production pure, entre les débouchés, entre l'aspect financier, l'aspect économique. Enfin, c'est un peu difficile d'avoir une réponse claire et nette, à mon sens. Hein. Bon, après, il faut trouver un terrain à 1300 mètres sur lequel on va vous laisser vous installer, mais oui, on peut, on sait techniquement, on sait chauffer l'eau, on sait la refroidir, ça pose des questions de consommation énergétique, bien sûr, derrière, ou de source d'énergie, tout du moins. Voilà. Et techniquement, je pense que maintenant, on a à peu près toutes les briques techniques pour faire un projet où on veut et aussi faire une pisciculture quasiment en s'affranchissant d'une source d'eau type cours d'eau ou type source et voilà. Donc maintenant c'est ça, c'est des questions de choix, c'est ce que disait Guillaume Richard, de choix de systèmes, de marchés, de débouchés, etc. Voilà. On va se laisser une dernière personne poser une dernière question. Alors, il va être 20h15 bientôt. Donc si une personne a une dernière question à poser. Levez la main, allez-y. J'ai vu un Romain lever la main. Oui, bonsoir. On est tout un groupe d'étudiants d'Unilassal Rennes qui est spécialisé sur l'environnement. Et on avait une question en fait. Est-ce que selon vous, l'aquaponie peut représenter un mode de traitement des effluents de pisciculture? Parce qu'on sait qu'actuellement sur les très grosses exploitations piscicoles, il y a des problématiques de traitement de ces effluents qui sont chargés par nitrites, nitrates. Et est-ce que selon vous, ça peut représenter une solution viable pour traiter ces effluents? Et sinon, quelles seraient selon vous les limites de ce système pour traiter ces effluents? Merci. Je laisserai Guillaume et Richard compléter, mais en fait, je pense que non, puisque en fait en pisciculture, ce que vous évoquez là, c'est des circuits ouverts, vous allez avoir des débits très très importants à traiter, ou alors il faudrait des surfaces de culture énormes et disproportionnées. C'est bien pour ça qu'on en passe par le circuit recirculé, pour concentrer les effluents et aller jusqu'à cette phase nitrate. Sinon, les poissons rejettent principalement de l'ammoniac. Donc, pour tous les systèmes en circuit ouvert à l'heure actuelle, la problématique elle est plus sur l'ammoniac et avec des débits énormes et des concentrations très très faibles. Donc non, voilà, c'est pas la solution par rapport au questionnement en tout cas du système circuit ouvert. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? C'est bon. Merci beaucoup. En tout cas, on est désolé pour les questions qu'on a. On a eu beaucoup de questions, donc on n'a pas pu poser dans la contrainte de temps. Oui, donc merci Océane et Davy pour avoir animé cette partie questions-réponses. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. On est vraiment content pour l'ensemble de l'équipe InnovaQua. On n'était vraiment pas attendu à avoir autant de personnes et ça montre tout l'intérêt, tout l'envie de découverte de cette nouvelle filière encore très jeune en France. Merci aux 3 intervenants qui ont participé ce soir à cette conférence. On voit qu'il y a encore beaucoup de questions où il n'y a pas forcément de réponses vraiment posées. Et c'est tout là, comme l'a expliqué Guillaume Schur, l'intérêt et vraiment la fascination de cette nouvelle filière. Donc vraiment merci à tout le monde d'avoir participé.
On a vu qu'il y avait à la fois des étudiants, des professionnels, d'autres personnes avec des statuts différents pour cette conférence. On n'était vraiment pas attendu, on s'attendait vraiment pas à avoir autant de profils divers et variés. Donc vraiment, c'était un réel plaisir de pouvoir partager et discuter sur ce sujet avec vous. Donc Laurie, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette conférence ? Merci beaucoup pour votre intervention. Enfin, je rejoins un peu Maxime sur tout ce qu'il vient de dire pour conclure. On a appris beaucoup de choses et même au travers de votre parcours professionnel et au travers des questions posées par l'ensemble des personnes connectées. Et nous sommes très contents aussi d'avoir eu autant de monde en fait connecté à la conférence. On s'attendait pas à avoir autant de monde. Et restez connectés sur notre page Facebook pour avoir un peu les actualités qu'on compte faire avec la commission. Et on vous enverra l'enregistrement aussi qui a été fait pendant la conférence. Voilà, et merci beaucoup. Très bien, merci.